Quand on pense à la Sibérie, on imagine souvent un désert blanc, un enfer gelé d'où l'on ne revient pas. Et pourtant, c'est aussi un lieu de vie, un foyer pour des millions de personnes qui ont appris à dompter cette nature impitoyable. Pour bien prendre la mesure de ce géant endormi, il faut parler de chiffres, mais des chiffres qui donnent le tournis. On parle ici de 13 millions de kilomètres carrés. C'est simple, cela représente plus de 76% de la superficie totale de la Russie. C'est un espace tellement démesuré qu'il défie notre logique européenne. Mais le plus frappant, c'est le vide. Sur cette immensité, seuls 40 millions d'âmes ont élu domicile. Et la grande majorité, près de 70%, s'est regroupée dans des centres urbains pour rompre l'isolement et survivre au climat. Faites le calcul. La densité de population tombe à seulement 3 habitants par kilomètre carré dès que l'on s'éloigne des villes. C'est cette déconnexion totale avec le reste du monde, ce sentiment d'être au bout de la terre, qui a façonné l'histoire sombre et mystérieuse de la région. Quand un pouvoir veut faire disparaître des hommes, effacer des voix et briser des esprits, il cherche l'endroit le plus inaccessible qui soit. C'est exactement ainsi qu'est née la légende noire de la Sibérie. Ce n'est pas un hasard si, pendant des siècles, ce territoire a été choisi pour abriter l'un des systèmes pénitentiaires les plus terrifiants de l'histoire humaine. Dès qu'on prononce le mot Sibérie, un écho sinistre résonne immédiatement, celui du goulag. Pour comprendre ce qu'était réellement cet enfer sur Terre, il faut détricoter le mot lui-même. Goulag est en réalité un acronyme russe pour désigner la direction principale des camps de travail correctionnels. Mais derrière cette formule bureaucratique très froide, se cachait une machine à broyer les vies, particulièrement sous le régime soviétique. La Sibérie est alors devenue le synonyme universel de la souffrance, de l'oppression et de l'exil forcé. Quiconque osait émettre une critique, exprimer une dissidence politique ou simplement déplaire au régime se retrouvait projeté dans un convoi sans retour vers ses confins glacés. Des millions d'hommes et de femmes ont été arrachés à leur quotidien pour être jetés dans des camps de travaux forcés, logés dans des baraquements en bois passoire où le vent s'engouffrait, vêtus de simples loques face à un climat qui ne pardonne rien. Mais la création du goulag ne répondait pas seulement à une volonté de punition politique ou de terreur d'État. Il y avait une logique économique sous-jacente, une ambition froide et calculée. La Sibérie regorge de richesses inestimables enfouies sous le permafrost, du bois, de l'or, du charbon, des minerais précieux. Pour extraire ces trésors et construire les infrastructures nécessaires au développement de l'Empire soviétique, il fallait une main-d'œuvre massive, gratuite et sacrifiable. Ce sont les prisonniers du goulag qui ont tracé les routes à la pioche, posé les rails des voies ferrées à main nue et creusé les mines dans des conditions que l'esprit humain a du mal à concevoir. La mort n'était pas une possibilité lointaine, elle était une compagne de tous les instants, une certitude pour beaucoup. La valeur d'une vie humaine y était réduite à néant, indexée uniquement sur la productivité quotidienne de l'individu. Cette mémoire de la douleur s'est transmise à travers les décennies, nourrissant des vagues de mystères et de légendes urbaines qui hantent encore la taïga. Aujourd'hui encore, l'histoire moderne vient tragiquement raviver ces souvenirs douloureux. La mort récente de figures politiques de l'opposition russe, comme Alexeï Navalny dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, est venue rappeler au monde entier que ces terres lointaines restent des zones de relégation et de silence. Les forêts sibériennes cachent sous leur manteau de mousse et de neige d'innombrables fosses communes, des cimetières sans croix ni nom où reposent des milliers de prisonniers oubliés par l'histoire officielle. Les habitants de la région murmurent parfois que des esprits errent encore parmi les vestiges des camps abandonnés, des âmes en peine cherchant une justice que les hommes leur ont refusée. Ces récits fantastiques ou réels confèrent à la Sibérie une aura de mystère unique, un mélange de fascination historique et d'effroi qui ne laisse personne indifférent. Pourtant, réduire la Sibérie à ce passé carcéral serait une immense erreur, car cette terre est aussi un carrefour culturel et spirituel d'une richesse insoupçonnée. Loin des clichés d'un bloc monolithique et uniforme, on y découvre une mosaïque de croyances et de traditions qui cohabitent de manière surprenante. Le christianisme orthodoxe y est certes très présent, importé par les vagues successives de colonisation russe, mais il partage l'espace avec l'islam, le judaïsme et, de façon beaucoup plus surprenante pour les voyageurs occidentaux, le bouddhisme. Dans les régions du sud et vers les frontières mongoles, les temples bouddhistes élèvent leurs toits colorés face aux montagnes, apportant une touche de sérénité et de spiritualité orientale au milieu de la rigueur sibérienne. Les pratiques chamaniques ancestrales des peuples autochtones, comme les Evenks ou les Yakoutes, imprègnent également le quotidien, rappelant que l'homme ici a toujours dû négocier avec les esprits de la nature pour survivre. Cette adaptation à l'environnement se retrouve de manière très concrète dans la gastronomie sibérienne. Dans un climat où les cultures maraîchères traditionnelles sont impossibles pendant la majeure partie de l'année, la cuisine s'est adaptée pour fournir un maximum d'énergie et de réconfort. Le régime alimentaire est basé sur ce que la nature sauvage offre de plus robuste.
Le poisson des rivières glacées, le gibier, la volaille et les champignons séchés forment la base des repas. Les Sibériens, excellents dans l'art de la conservation, utilisant les baies sauvages et le miel pour agrémenter les plats ou préparer des remèdes traditionnels. Parmi les recettes emblématiques que vous devez absolument goûter si vous vous aventurez là, il y a le traditionnel shchi, une soupe de viande et de pommes de terre mijotée pendant des heures pour réchauffer les corps. Vous connaissez sûrement aussi la fameuse salade russe, ce mélange de pommes de terre, de petits pois et de mayonnaise, qui trouve ici ses lettres de noblesse. Mais mon coup de cœur va à une spécialité au nom délicieusement poétique, le harengue sous le manteau. C'est un millefeuille de hareng mariné, recouvert de couches successives de pommes de terre, de betteraves qui lui donnent une couleur rose éclatante, de carottes, d'œufs et, bien sûr, d'une généreuse couche de mayonnaise. Et comment ne pas mentionner le mythique bœuf Stroganov, ce plat de viande tendre nappé d'une sauce à la crème acidulée et aux champignons, devenu un symbole de la cuisine russe à travers le monde. Chaque bouchée est une célébration de la résistance face au froid. En parlant d'isolation et de résistance poussée à l'extrême, la Sibérie détient un record du monde absolument incroyable, incarné par une seule et unique femme. C'est l'histoire d'Agafia Likova, considérée aujourd'hui comme l'ermite la plus solitaire de notre planète. Imaginez une femme qui a vécu près de 24 ans au cœur des montagnes sibériennes, totalement coupée de la civilisation, avec pour plus proches voisins des ours et des loups à des centaines de kilomètres à la ronde. Pour comprendre son histoire, il faut remonter en 1936. Pour fuir les persécutions religieuses féroces du régime stalinien, la famille d'Agafia, appartenant à la communauté des vieux croyants, décide de s'enfoncer profondément dans la taïga, là où aucun fonctionnaire soviétique ne viendrait jamais les chercher. Ils s'installent dans une cabane de fortune, construite de leurs propres mains. C'est là qu'Agafia est née et a grandi, dans un isolement si total qu'elle a traversé toute la Seconde Guerre mondiale sans même savoir qu'un conflit mondial embrasait la planète. Sa famille a vécu en autarcie absolue, subsistant grâce à la culture de pommes de terre, de quelques légumes, à la pêche et au lait d'une chèvre. Le premier contact avec la modernité n'a eu lieu qu'en 1978, lorsqu'un groupe de géologues soviétiques en mission de prospection a repéré par hasard la cabane depuis un hélicoptère. En débarquant sur place, les scientifiques ont découvert cette famille vivant comme au Moyen-Âge. C'est à ce moment-là qu'Agafia et les siens ont appris la mort de Staline, survenue pourtant 25 ans plus tôt. Le destin s'est ensuite acharné sur la famille. En 1981, les 3 frères et sœurs d'Agafia sont morts en l'espace de quelques semaines, emportés pour certains par des maladies contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité naturelle à cause de leur isolement. En 1988, son père s'est éteint à son tour. Depuis, Agafia vit seule dans sa cabane de montagne, sans électricité, sans eau courante, bravant les hivers les plus rudes, avec une foi inébranlable et un courage qui force le respect. Pendant quelques années, un géologue à la retraite nommé Erofé Serov s'était installé à quelques dizaines de mètres d'elle pour lui tenir compagnie et l'aider dans les tâches les plus rudes, mais il est décédé en 2015. Aujourd'hui, elle est de nouveau seule face à l'immensité blanche, refusant catégoriquement de quitter sa terre natale pour rejoindre le confort des villes. C'est un exemple de résilience absolument unique qui nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport au monde, au confort et à la solitude. Quand on découvre un tel parcours, on peut s'empêcher de faire une pause et de se regarder dans un miroir. Posez-vous sincèrement la question. Seriez-vous capable de survivre, ne serait-ce qu'une semaine, seul, coupé de tout réseau, de tout confort, au fin fond de la taïga sibérienne? Qu'est-ce qui vous manquerait le plus? Le chauffage, votre smartphone, ou simplement le son d'une voix humaine? C'est le genre d'introspection que provoque inévitablement un voyage, même virtuel, dans ces contrées extrêmes. Si ce genre d'histoire vous captive et vous donne envie d'explorer les recoins les plus secrets de notre monde, prenez un court instant pour vous abonner et activer les notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche et de création de contenu et de faire grandir notre communauté de passionnés d'aventure et d'histoire. Pour comprendre comment une femme comme Agafia peut survivre dans un tel environnement, il faut se pencher sur la réalité brute du climat sibérien. C'est une force de la nature qui dicte sa loi à tout le monde. Les hivers y sont interminables, s'étirant sur de longs mois sombres, tandis que les étés sont courts mais d'une intensité surprenante. Ce contraste crée une amplitude thermique annuelle qui est l'une des plus élevées au monde. Pendant l'hiver, le thermomètre descend régulièrement sous les moins 30 degrés Celsius et atteint fréquemment les moins 50 degrés dans de nombreuses régions. Mais le chiffre brut ne dit pas tout. Il faut y ajouter le facteur éolien, ce fameux vent de Sibérie qui balaye les plaines glacées et accentue la sensation de froid de manière dramatique.
À ces températures, la vie quotidienne devient un combat logistique de chaque instant. L'eau gèle instantanément dans les canalisations, les moteurs des voitures doivent tourner en permanence sous peine de ne plus jamais redémarrer, et les rivières se transforment en autoroutes de glace solides, capables de supporter le poids de camions de plusieurs tonnes. C'est dans cette région que se trouve le village le plus froid de la planète entière, Oymyakon. Surnommé à juste titre le pôle du froid, ce petit bourg isolé détient le record absolu de la température la plus basse jamais enregistrée pour un lieu habité, avec un pic historique à moins 72 degrés Celsius. À ce niveau de froid, l'encre des stylos gèle, les piles se déchargent en quelques minutes, et le simple fait de respirer profondément peut brûler les poumons. Pourtant, une communauté de quelques centaines d'habitants y vit toute l'année. Les enfants vont à l'école tant que le thermomètre ne dépasse pas les moins 52 degrés. Les habitants de Oymyakon ont développé des trésors d'ingéniosité et de solidarité pour s'adapter. La chaleur humaine de la communauté et la transmission des techniques de survie traditionnelles sont les véritables secrets de leur longévité dans cet environnement qui semble rejeter la vie. Cette nécessité absolue d'adaptation a donné naissance à des formes d'habitat uniques, dont la plus célèbre est sans doute la yourte sibérienne. Si la yourte est traditionnellement associée aux nomades des steppes d'Asie centrale, elle a été adoptée et profondément modifiée par les éleveurs de rennes et les chasseurs des régions du sud de la Sibérie. Ces structures portables offrent un abri exceptionnellement chaud et résistant au vent. Contrairement à leurs cousines mongoles, les yourtes sibériennes sont renforcées pour affronter des charges de neige très lourdes et des vents violents. Les parois et le toit sont constitués de multiples couches de feutre de laine épais qui emprisonnent la chaleur de manière incroyablement efficace. De plus, elles sont presque toujours équipées de poêles à bois centraux performants ou de systèmes de chauffage modernes qui permettent de maintenir une température intérieure printanière alors qu'une tempête de neige fait rage à l'extérieur. Pour les peuples nomades, la yourte est l'habitat idéal. Elle se démonte et se transporte facilement en quelques heures, permettant de suivre les migrations saisonnières du gibier et des troupeaux à travers la taïga. Au-delà de sa fonction pratique, la yourte reste le cœur de la vie sociale et culturelle, le lieu où l'on se rassemble pour célébrer les mariages, les fêtes traditionnelles et transmettre les légendes au coin du feu. Dans les villes modernes de Sibérie, la lutte contre le froid prend une autre dimension. Les architectes ont dû rivaliser d'imagination pour permettre aux citadins de mener une vie normale. Dans certaines cités minières de l'extrême nord, les ingénieurs ont carrément conçu des réseaux de passages souterrains chauffés qui relient les immeubles d'habitation aux centres commerciaux et aux bureaux, permettant aux habitants de traverser la ville sans jamais affronter le blizzard extérieur. Mais le plus incroyable reste le retournement de situation qui s'opère lorsque l'été arrive enfin. Pendant une courte période de quelques semaines, la Sibérie se métamorphose de manière radicale. Le soleil ne se couche presque plus et les températures grimpent en flèche, atteignant et dépassant parfois les 30 degrés Celsius. C'est un choc thermique absolu. Il peut y avoir près de 100 degrés de différence entre le jour le plus froid de l'hiver et le jour le plus chaud de l'été au même endroit. La glace fond, la taïga explose de verdure et les millions de moustiques réveillés par la chaleur envahissent l'air, rappelant que même en été, la Sibérie reste une terre indomptable. Cette dualité climatique se reflète magnifiquement dans les costumes traditionnels sibériens, conçus pour protéger les corps tout en affirmant une identité culturelle forte. Pour les hommes, le vêtement emblématique est la kosovorodka. Il s'agit d'une chemise traditionnelle en tissu épais, dont la particularité est d'avoir un col boutonné sur le côté plutôt qu'au centre. Cette conception astucieuse permettait d'éviter que la croix portée autour du cou ne glisse en dehors de la chemise pendant le travail manuel et protégeait mieux le cou des courants d'air glacés. Elle est traditionnellement portée ajustée par une ceinture brodée sur un pantalon de toile robuste rentré dans de hautes bottes de cuir ou de feutre. Pour les femmes, la pièce maîtresse est le sarafan. C'est une longue robe d'apparat, souvent richement colorée et brodée de motifs géométriques ou floraux, portée par-dessus une chemise blanche ample à manches longues. Le tout est complété par une ceinture qui marque la taille. Ces vêtements ne sont pas de simples pièces de musée. Ils incarnent l'histoire d'un peuple qui a su allier l'élégance à l'utilité brute pour faire face aux éléments. Mais la Sibérie est aussi le théâtre d'énigmes tragiques qui continuent de défier la science et de nourrir les théories les plus folles. L'une des plus célèbres et des plus obsédantes reste sans aucun doute l'affaire du col Dyatlov, survenue en l'hiver 1959. 9 étudiants russes, randonneurs chevronnés et habitués des conditions extrêmes, se lancent dans une expédition à travers les monts Oural. Leur objectif est d'atteindre le mont Otorton, un nom qui signifie ironiquement « ne pas y aller » dans la langue du peuple autochtone Mansi. Mené par un jeune homme brillant nommé Igor Dyatlov, le groupe installe son campement pour la nuit sur les pentes d'une montagne voisine, tragiquement rebaptisée depuis la montagne de la mort.
Ce qui s'est passé cette nuit-là reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Ne voyant pas les randonneurs revenir à la date prévue, les autorités lancent une opération de recherche d'envergure. Ce que les secouristes découvrent sur place dépasse l'entendement et plonge les enquêteurs dans la perplexité la plus totale. La tente des étudiants est retrouvée à moitié ensevelie sous la neige, mais elle a été déchirée de l'intérieur à coups de couteau. Tout indique que les randonneurs ont fui précipitamment, pris d'une panique absolue, sans même prendre le temps de s'habiller ou de chausser leurs bottes. Les premiers corps sont retrouvés à plusieurs centaines de mètres de là, en lisière de forêt, vêtus de simples sous-vêtements, malgré une température de moins 30 degrés. L'autopsie révèle des détails de plus en plus troublants et contradictoires. Certains étudiants sont morts d'hypothermie classique, mais d'autres présentent des traumatismes internes d'une violence inouïe, des fractures du crâne et de la cage thoracique comparables aux blessures causées par un accident de voiture à grande vitesse ou par une pression de souffle immense. Pourtant, il n'y a aucune lésion externe visible sur la peau, comme s'ils avaient été écrasés par une force invisible. L'horreur atteint son paroxysme lorsqu'on découvre qu'il manque la langue et les yeux à l'une des jeunes femmes du groupe. De plus, les analyses scientifiques révèlent des niveaux de radioactivité anormalement élevés sur les vêtements de plusieurs victimes. Face à ces éléments inexplicables, les théories se sont multipliées au fil des ans. On a évoqué une avalanche soudaine, bien que la pente de la montagne soit trop faible pour en déclencher une de cette ampleur. D'autres ont parlé de l'attaque d'une créature mythique des forêts, d'une confrontation avec des chasseurs mansi-locaux, ou encore d'une panique provoquée par des infrasons dus au vent d'une violence extrême. Mais la piste la plus sérieuse et la plus mystérieuse mène vers des essais militaires secrets de l'armée soviétique. Des témoins habitant dans les vallées environnantes ont affirmé avoir vu d'étranges sphères oranges lumineuses voler dans le ciel en direction de la montagne cette nuit-là. Le dossier a été classé secret par le gouvernement soviétique pendant des décennies, ajoutant encore de l'huile sur le feu des spéculations. Aujourd'hui encore, le col Dyatlov conserve tout son mystère, un rappel glaçant que la Sibérie peut engloutir des vies sans jamais livrer ses secrets. Si la Sibérie sait se montrer cruelle et effrayante, elle sait aussi offrir des spectacles d'une beauté pure, sauvage et monumentale qui coupent le souffle de ceux qui ont le privilège de les contempler. C'est un territoire de contraste où la splendeur succède à la brutalité. Le joyau le plus précieux de cette couronne de glace est sans conteste le lac Baïkal. Surnommé la perle de la Sibérie, ce lac n'est pas seulement magnifique, il est unique au monde à plus d'un titre. C'est à la fois le lac le plus ancien de notre planète, formé il y a plus de 25 millions d'années, et le plus profond, s'enfonçant à plus de 1688 mètres de profondeur. À lui seul, le Baïkal représente le plus grand réservoir d'eau douce liquide de la Terre, contenant environ 20% de l'eau douce non gelée de la planète. C'est une véritable mer intérieure qui abrite un écosystème unique au monde, avec des centaines d'espèces de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme le fameux phoque du Baïkal, le seul phoque d'eau douce au monde. En hiver, le lac se transforme en un paysage féerique absolument magique. L'eau, d'une pureté et d'une clarté exceptionnelles, gèle pour former une couche de glace d'1 mètre d'épaisseur. Cette glace est si transparente que l'on peut voir les profondeurs du lac sous ses pieds, créant une sensation de vertige incroyable. Les mouvements tectoniques et les variations de température font craquer cette immense plaque de glace, provoquant des bruits sourds semblables à des coups de tonnerre et donnant naissance à des formations de glace cristalline géantes, des hummocks, qui brillent sous le soleil d'hiver comme des diamants turquoises. C'est un spectacle visuel magique, une œuvre d'art naturel éphémère qui attire les photographes et les aventuriers du monde entier. Un autre monument naturel de la Sibérie est constitué par les monts Oural. Cette immense chaîne de montagnes s'étire du nord au sud sur des milliers de kilomètres et marque la frontière géographique et symbolique entre l'Europe et l'Asie. C'est une barrière naturelle d'une beauté sauvage, caractérisée par des sommets escarpés, des vallées secrètes et des forêts denses qui s'étendent à perte de vue. L'Oural est un paradis pour les explorateurs et les passionnés de géologie car son sous-sol regorge de pierres précieuses, de malachites, d'émeraudes et de minéraux rares. C'est aussi une région chargée d'histoire, habitée depuis des millénaires par des peuples nomades qui y ont laissé des traces de leur culture à travers des sites sacrés et des légendes anciennes. Au-delà des montagnes, c'est la taïga sibérienne elle-même qui constitue l'un des écosystèmes les plus impressionnants de la planète. On la qualifie souvent de forêt sans fin, et ce n'est pas une exagération. La taïga de Sibérie est la plus grande forêt continue du monde. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres, formant un océan vert de conifères, de pins, de sapins et de mélèzes. C'est le poumon vert de l'hémisphère nord. Cet immense espace sauvage est le refuge d'une faune incroyable, qui y vit à l'abri des activités humaines. Des ours bruns majestueux, des meutes de loups gris, des lynx farouches et des élans imposants. Au fil des saisons, la taïga change de visage de manière spectaculaire,
passant du vert éclatant et de l'explosion de vie de l'été au blanc immaculé et au silence de mort de l'hiver. C'est un spectacle d'une puissance brute qui rappelle la petitesse de l'homme face aux grands espaces naturels. Si vous poussez l'exploration encore plus loin vers l'extrême est de la Sibérie, vous atteignez la péninsule du Kamtchatka. C'est un monde à part, une terre de feu et de glace, d'une beauté sauvage et primitive. Le Kamtchatka est l'une des régions volcaniques les plus actives de la planète, comptant des dizaines de volcans, dont beaucoup sont en éruption permanente. Les paysages y sont d'un contraste saisissant, mêlant des sommets enneigés, des geysers crachant de l'eau bouillante, des fumerolles de soufre jaune et des sources thermales naturelles où l'on peut se baigner au milieu de la neige. C'est une destination de rêve pour les amoureux de nature brute, un sanctuaire où les ours bruns viennent en masse pêcher le saumon dans des rivières sauvages. C'est aussi là, dans ce décor de bout du monde, que s'est installée une communauté bouddhiste surprenante formée par les descendants de migrants venus de Mongolie et du Tibet, qui ont trouvé dans la grandeur et la solitude des paysages du Kamtchatka un espace propice à la méditation et à la spiritualité. Voyager à travers une telle immensité semble être un défi logistique insurmontable. Et pourtant, il existe un fil d'acier qui traverse toute cette immensité, reliant les hommes et les cultures d'un bout à l'autre de la Russie, le mythique transsibérien. C'est la ligne de chemin de fer la plus longue et la plus célèbre du monde entier. Elle relie la capitale, Moscou, au port de Vladivostok sur l'océan Pacifique, s'étirant sur un parcours de pas moins de 9288 km. Traverser la Sibérie à bord du transsibérien n'est pas un simple voyage en train. C'est une aventure humaine extraordinaire, une épopée qui dure environ 7 jours et 6 nuits sans interruption si vous décidez de faire le trajet d'une seule traite. À bord, le temps s'arrête. Le train traverse les fuseaux horaires, les paysages de la taïga défilent inlassablement par la fenêtre, coupés par le franchissement de fleuves gigantesques comme l'Ienisseï ou l'Ob. C'est une micro-société qui se crée à l'intérieur des wagons, où les voyageurs partagent leur nourriture, discutent autour d'un thé préparé au samovar traditionnel en bout de couloir, et lient des amitiés éphémères mais intenses. Si vous rêvez de tenter l'aventure, il faut savoir qu'il existe plusieurs options de confort, adaptées à tous les budgets. La 3e classe, appelée Platzkart, est l'option la plus économique et la plus authentique. Pour environ 800 €, vous voyagez dans un grand wagon ouvert sans compartiment fermé, partageant votre quotidien avec des dizaines de passagers russes. C'est l'immersion culturelle garantie. Pour un peu plus de confort et d'intimité, la 2e classe propose des compartiments fermés pour 4 personnes pour environ 1500 €. Enfin, si vous souhaitez vivre cette épopée dans le luxe absolu, la 1re classe offre des compartiments spacieux pour 2 personnes avec service personnalisé pour un budget dépassant les 3000 €. Pour réussir un tel voyage, la clé absolue est la préparation. Il faut anticiper les réservations des mois à l'avance, bien étudier les horaires et choisir avec soin les escales que vous souhaitez faire, comme à Irkoutsk pour aller admirer le lac Baïkal. Il faut aussi prendre en compte la saison. Voyager en hiver offre le spectacle magique de la Sibérie sous la neige, confortablement installé au chaud dans le train, tandis qu'un voyage en été permet de profiter des journées sans fin et de faire des randonnées lors des arrêts. C'est une expérience de vie unique qui permet de prendre conscience de la dimension gigantesque de notre planète, loin du rythme effréné de nos vies modernes. La Sibérie demeure une énigme, une terre de contraste absolu où la beauté la plus pure côtoie la brutalité la plus extrême. C'est un voyage dont on ne revient jamais tout à fait le même, car il redéfinit notre vision de l'espace, du temps et de la résilience humaine. J'espère que cette exploration approfondie vous a permis de poser un regard neuf sur ce territoire fascinant, d'en comprendre les secrets les plus sombres, mais aussi les merveilles les plus éclatantes. Si cette aventure au cœur du froid vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. Le monde regorge d'endroits extraordinaires, qui n'attendent que d'être découverts, et l'aventure ne fait que commencer. Regardez juste en dessous, d'autres histoires tout aussi surprenantes vous attendent déjà pour continuer à explorer les mystères de notre planète.